C'est un lotissement tranquille à la sortie de Châteauneuf-du-Pape, près d'Avignon. Eugénie Mourizard, journaliste locale, a été l'une des premières sur place lorsque les gendarmes ont découvert un cadavre dans cette propriété. Il a été retrouvé dans le puits, là, dont on ne voit plus la trace, mais il y avait un puits dans la cour, là, juste à côté de la maison, à côté du petit muret. Et donc il a été retrouvé enveloppé dans une bâche, les mains entravées dans le dos, et visiblement en état de décomposition avancée. Nous sommes le 2 novembre 2015 au soir. Un sac poubelle sur la tête, les poignets liés, le corps est méconnaissable. Il était enfoui au fond du puits, sous une épaisse dalle de ciment. Les gendarmes auront recours à une expertise ADN pour mettre un nom sur cette dépouille. Jean-Marc Brunel, il avait 59 ans. Chef d'entreprise sans histoire installé à Avignon, il est mort asphyxié après avoir été assommé à coups de barre de fer. Et les enquêteurs vont avoir la conviction qu'il ne faut pas chercher bien loin la clé du mystère. Après 1 an d'enquête, c'est le propre frère de la victime, Dominique, qui est mis en examen pour homicide volontaire. Les 2 frères, 2 ans d'écart, ont grandi côte à côte. Pourtant, c'est comme si tous les opposaient depuis leur naissance. Que s'est-il donc passé dans cette maison de Châteauneuf-du-Pape un soir d'octobre 2015 ? L'aîné des Brunel a-t-il froidement prémédité l'assassinat de son frère cadet ? Ce fratricide cache-t-il une vieille rancœur familiale ? Depuis le drame, leurs parents, Irène et Michel Brunel, vivent un deuil impossible. Là, on a les photos, là. Car ils sont persuadés que leur fils aîné, qui est aujourd'hui incarcéré, est bien l'auteur du crime. Ils aimeraient aujourd'hui lui parler pour comprendre les raisons d'un tel geste. Je lui demanderais pourquoi il en est arrivé là. Je sais pas, moi. Il avait levé la vie à son frère qui était heureux de vivre, qui avait tout pour vivre, heureux. Il nous a tués, nous, complètement. Ses enfants, toute leur vie, ils ont sur la tête un père criminel. Alors, et lui, dans le fond, il n'aura pas gagné grand-chose parce qu'il va se retrouver en prison et il finira sa vie en prison. L'histoire des 2 frères commence pourtant sous les meilleurs auspices. Leurs parents sont des commerçants prospères. La famille Brunel habite ici, dans le centre d'Avignon. Les 2 garçons ont une passion commune, la moto. Pour le reste, ils ont des caractères bien différents. Jean-Louis, l'ami d'enfance, passait beaucoup de temps avec les Brunel. Aujourd'hui, il s'en souvient parfaitement, Jean-Marc, la future victime, était dominé par son frère aîné. Jean-Marc était réservé, discret, gentil. Voilà, ça, c'est les sorties moto, ça. Voilà. Dominique était l'aîné, donc ça se voyait, ça se sentait. Donc, il était toujours devant, quoi. Devant la scène, on va dire. Il avait un caractère affirmé. Donc, quand il avait décidé de faire quelque chose, il n'y avait pas grand-chose qui l'arrêtait, quoi. Il avait un peu, on va dire, des sauts d'humeur, les moments. Voilà, c'était Dominique, quoi. Dominique, l'aîné, se cherche et profite de la générosité de ses parents. Études dans cette école de décoration intérieure à Paris qui ne débouche sur rien. Cours de pilotage et goût prononcé pour les belles voitures. L'aîné des Brunel aime le confort. Il s'installe dans cet hôtel particulier appartenant à ses parents qu'il rénove à grands frais. Puis, brusquement, au milieu des années 90, le voilà qui s'exile en Amérique centrale, au Venezuela. Pour ses parents, ce départ précipité est surtout une fuite. Il a mangé tous ses sous, il a fait des dettes. Oui, n'en parlons pas. Quand il est parti, il avait des dettes. Sûr. Je lui ai dit, ne rentre pas à Avignon, tu vas te faire massacrer. Il a été interdit bancaire à la Banque de France, il devait les impôts, il ne payait rien, quoi. Hein, il a touché. C'est pour ça qu'il est parti. Après le Venezuela, l'aîné des 2 frères Brunel s'installe à Panama City, où il monte un vague cabinet de coaching et tente de faire de l'import-export de produits électroniques. Surtout, il épouse Sandra, une jeune vénézuélienne, et continue de mener la grande vie grâce à de l'argent tombé du ciel.
Quand il a touché l'héritage de ma belle-sœur, qu'il a touché quand même plus de 500 000 €, j'ai dit, Dominique, achète une maison là-bas, elles ne sont pas chères et les loyers sont chers. Tu auras au moins un pied-à-terre. C'est ce qu'il achetait. Il a acheté une Porsche. Et puis tout le reste. Un héritage familial vite dilapidé. Ses parents lui versent 100 000 € de plus, mais en 2014 décident de lui couper les vivres. Comment maintenir son train de vie? À qui s'adresser? Depuis Panama, Dominique Brunel va se tourner alors vers son frère cadet resté en France, qui lui mène une toute autre vie. C'est ici, dans ces modestes bureaux, que travaille le plus jeune des frères Brunel. Lui aide ses parents à développer leur entreprise de commerce alimentaire spécialisée dans le fromage râpé. Le responsable de cette zone industrielle se souvient d'un garçon exemplaire, admiré par ses parents. C'était un homme plein de sagesse, un homme posé, un homme raisonnable, quelqu'un de bien, quoi. Quand le père ou la mère disait Jean-Marc, c'était le mot magique. Jean-Marc est là, c'était celui qui leur succédait, c'était celui qui travaillait le plus. Il ne parlait pas de Dominique, non. Je n'ai jamais entendu parler de Dominique. J'ai l'impression que c'était plutôt le fils dont on ne parlait pas trop, celui-là. Dominique, le fils rejeté. Jean-Marc, le fils adoré. Leurs retrouvailles seront fatales. Nous sommes alors à l'automne 2015. L'exilé du Panama annonce son retour, ici, à Châteauneuf-du-Pape, expliquant qu'il a besoin de soins médicaux. Il demande à son frère de l'héberger. Pendant 15 jours, la cohabitation semble bien se passer, mais brusquement, le cadet des Brunel ne donne plus signe de vie. Pas même à sa compagne, qui vit à Marseille. Bernadette est la première à s'alarmer, car le couple a l'habitude de s'appeler tous les jours. Je suis inquiète et je lui envoie des SMS et ça ne répond pas. Et c'est Dominique qui me répond, par SMS. Bernadette a conservé cet étonnant message qui a fait basculer sa vie. Jean-Marc est parti impromptu quelques jours et m'a laissé son téléphone pour gérer ses clients. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Gonflé, il n'y a pas de problème. L'aîné des deux frères va ensuite téléphoner à Bernadette et lui raconter une histoire rocambolesque. Il m'a dit de partir pour une autre femme, en Ukraine. Soi-disant, il m'aurait accompagné à l'aéroport. J'étais en larmes, j'étais effondrée, il me tombait tout sur la tête. Le dévoué Jean-Marc en Ukraine, ses parents n'y croient pas. Ils n'auraient jamais laissé l'entreprise familiale sans les prévenir. D'autant que le témoignage de sa femme de ménage est encore plus inquiétant. Elle a découvert, dans la maison, des indices troublants. Je suis allée au bureau et c'est à ce moment-là que j'ai vu la carte bancaire avec le code, une autre carte gold qui venait de recevoir. En Ukraine, on a besoin de son passeport. Le passeport, il est dans le bureau. Une commode, un tapis et d'autres objets de valeur ont disparu. Et ce frère venu du Panama a lavé les rideaux. Son comportement est suspect. Il était tout le temps dans le bureau de Jean-Marc, en train de fumer dans les tapis. C'est pas normal qu'il rentre dans son ordinateur. Je lui disais, mais qu'est-ce que vous faites à ouvrir les tiroirs? Il me dit, ça vous regarde pas, je suis chez mon frère. Avec son regard de sadique comme ça, il m'a fait tellement peur. J'ai pris mon sac, je suis partie dans ma voiture. Et il est arrivé, vous savez, comme un fou auprès de la porte. Et en regardant dans mon rétroviseur, j'ai vu le diable. Effrayée, la femme de ménage prévient les parents Brunel, qui eux alertent les gendarmes. Lorsque ceux-ci arrivent sur les lieux, la maison est vide. L'aîné des Brunel a disparu. Il y a sur les murs et sur les rideaux fraîchement lavés de minuscules taches de sang. Les enquêteurs découvrent qu'une dalle de béton a été fraîchement coulée par-dessus le puits. C'est là que sera découvert le corps de Jean-Marc. Jean-Marc a été retrouvé au fond du puits avec 4 serflex attachés les mains derrière le dos, un sac de poubelle sur la tête, dans une bâche mortuaire. Or, Jean-Marc n'avait pas tout ce matériel chez lui, c'est pas possible, c'est pas vrai. Il n'avait pas tout ça.
Donc, nous considérons qu'il s'agit d'un acte prémédité. L'avocat des parents Brunel, Maître Lemaire, nous révèle d'autres détails accablants. Selon lui, le meurtrier n'a absolument pas paniqué. Il a méthodiquement organisé sa fuite, faisant transférer tous les comptes de son frère vers une banque en ligne. Vendant ses meubles, y compris cette moto neuve que venait de s'offrir Jean-Marc Brunel. Il a fait preuve d'un aplomb exceptionnel. Moi, j'ai rarement vu ça. Un culot phénoménal. Pendant 12 jours, ce garçon va dormir dans cette maison, va vivre, va aller dans l'entreprise, va être en contact avec les uns, les autres, va voir le banquier, alors qu'il a jeté son frère au fond d'un puits. À bord de la voiture de son frère, Dominique Brunel quitte la France, laissant quelques traces derrière lui. Il est d'abord flashé sur l'autoroute près de Béziers, puis filmé au Perthus, à la frontière franco-espagnole. La voiture sera retrouvée sur le parking de l'aéroport de Madrid. La dernière trace de l'aîné des frères Brunel est un aller simple pour le Panama. 6 mois plus tard, les autorités panaméennes vont recevoir un mandat d'arrêt international émis par la justice française. La police panaméenne finira par localiser le fuyard ici, dans cette résidence sécurisée. Dominique Brunel est interpellé le 16 novembre 2016. Les policiers panaméens lui annoncent son extradition vers la France. Il a renoncé à introduire des recours pour différer son extradition. Il souhaitait rentrer rapidement en France pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Aujourd'hui incarcéré à la prison d'Avignon, Dominique Brunel, 63 ans, est mis en examen pour homicide volontaire. Devant le juge, il avoue avoir tué son frère accidentellement lors d'une bagarre qui aurait dégénéré. Selon son avocat, l'homme aurait caché le corps et se serait enfui pensant que la justice ne croirait pas à sa version. Et selon Maître Farissi, cette bagarre fatale serait la conséquence d'une rivalité alimentée par leur propre mère. Au vu du dossier, on comprend très bien que l'un des deux fils a été un peu rejeté, c'est Dominique, et que l'un a été favorisé, Jean-Marc. Alors pourquoi ? Il faudrait que les parents nous le disent. Hein. Mais c'est donc leur mère qui aurait poussé ? Ah ben, pousser à ce qu'ils se battent, oui. Franchement, Elle les a montés l'un contre l'autre. Ben, voilà, exactement. Vous avez le bon terme, c'est elle les a montés l'un contre l'autre. Alors, et c'est ce jour-là que ça a craqué. Vous êtes leur mère, se pose la question de votre rôle. Vous les auriez montés l'un contre l'autre ? La police me dit, vous les avez élevés pareil. Alors j'ai dit, je suis navré, oui, pareil. Bon, mais c'est sûr que le caractère, pas du tout le même, pas du tout. La façon dont on les a élevés tous les deux, nous ne la regrettons pas. Donc, nous les avons élevés convenablement, comme il faut, dans de bonnes écoles. Maintenant, chacun a pris son chemin après. Dans les annales judiciaires, les meurtres fratricides sont rares, moins de 2% du nombre total d'homicides. Et selon les criminologues, la rivalité en est la cause principale.